le nom du fils de la nounou est apparu dans le testament, et la famille a paniqué. Un nom oublié, lié à une femme effacée de la mémoire de la maison, refait surface au moment le plus improbable, la lecture d'un testament d'1 milliard de dollars. Personne ne s'y attendait, personne n'était prêt à voir un étranger revendiquer une place parmi les héritiers, avec un droit légal à la fortune. La veuve pâlit, le fils aîné cria, puis un lourd silence tomba sur tout le monde. La signature était légitime, la valeur laissée était réelle, et la présence de ce nom était la preuve que quelque chose de grave avait été caché depuis trop longtemps. L'impact ne s'est pas limité à l'héritage seul, il résidait aussi dans le secret qui l'accompagnait. La nounou avait démissionné sans explication il y a des décennies. Le passé que la famille faisait semblant d'oublier frappait désormais bruyamment à la porte. Qui était ce garçon? Pourquoi le patriarche l'avait-il inscrit dans son testament? Et que se cachait-il derrière le silence de la mère, le renvoi soudain, la douleur dissimulée? La réponse se trouvait dans une lettre manuscrite et dans un médaillon conservé pendant des années. Restez jusqu'à la fin pour découvrir l'histoire. Le fils de la nounou est apparu dans le testament du milliardaire. Le secret interdit a choqué toute la famille. Découvrez pourquoi cet héritage a non seulement changé le destin d'un héritier caché, mais a aussi démantelé un mensonge familial construit au fil des décennies. La vérité vous donnera la chair de poule. Le jour de la lecture du testament, la salle de réunion du cabinet notarial ne différait guère des autres, mais un silence tendu flottait dans l'air. Tout le monde était présent, mais les regards s'évitaient, et les horloges semblaient tourner au ralenti. L'absence de cet homme, dont la présence dominait tout environnement, était désormais matérialisée par une pile de documents sur la table. Il avait toujours été connu pour sa rigidité dans les affaires et la manière méticuleuse avec laquelle il menait sa vie. Lorsque son cœur a lâché sans avertissement, il a laissé derrière lui non seulement des actifs et des entreprises, mais aussi un héritage fondé sur la discipline et un contrôle absolu. Et bien que le deuil fût encore présent, ce qui dominait à cet instant était l'attente palpable de la suite. Pendant des jours, les conversations dans les couloirs de la maison tournèrent autour des chiffres et des spéculations. Les enfants étaient incertains de recevoir des parts égales. La veuve, discrète, gardait le regard fixé sur de vieilles photos, mais intérieurement, elle était rongée par l'inquiétude. Le beau-frère, frère unique du défunt, était pleinement convaincu qu'il hériterait de l'une des sociétés. Même l'avocat de la famille montrait un léger malaise, examinant les documents avec plus d'attention que d'habitude. Personne n'imaginait qu'entre ces feuilles se trouvait une ligne capable de déstabiliser tout ce qu'ils pensaient savoir. Malgré cela, ils suivirent les protocoles, sans imaginer qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose qui confronterait chacun à son propre passé. Lorsque le testament fut lu à haute voix, la première partie correspondit aux attentes. Mention de l'épouse, des enfants et des biens à partager. Mais il suffit d'un seul nom prononcé hors du cercle attendu pour que l'atmosphère change radicalement. Un nom totalement étranger au cercle familial fut annoncé. Personne ne réagit immédiatement. C'était comme si le son s'était suspendu dans le temps, défiant les personnes présentes de comprendre ce qui venait d'être dit. La veuve se raidit sur sa chaise. Les enfants échangèrent des regards déconcertés, et l'avocat hésita, comprenant que le moment était crucial. Dans cette enveloppe, il n'y avait pas seulement un testament. Il y avait une bombe soigneusement conservée pendant des décennies. Le nom semblait étranger à toutes les personnes présentes. Noé Moreau. Personne dans cette pièce ne semblait le reconnaître, et pourtant il était là, imprimé avec la même formalité que les autres héritiers. Les yeux de l'avocat scrutèrent la réaction de la famille avant de continuer. La veuve pressa ses doigts contre le sac posé sur ses genoux. Anaïs, la plus jeune fille, pencha la tête, à la recherche d'un souvenir perdu. Marc, le premier-né, ne cachait pas la confusion dans ses yeux. Le silence se prolongea jusqu'à ce que l'avocat sorte un deuxième document, une annexe ajoutée au testament quelques mois auparavant, portant une date, une signature notariée et l'écriture de l'homme d'affaires décédé. C'était officiel. Ce nom inconnu avait une valeur juridique et donnait droit à ce que beaucoup pensaient être exclusivement le leur. Avant qu'aucune réaction n'ait pu être enregistrée, l'avocat reprit sa lecture avec fermeté, révélant que Noé était, selon les termes de l'homme d'affaires lui-même, le fils de Claire, la femme qui avait travaillé comme nounou pour la famille pendant de longues années. La surprise se mua en tension. Les visages où se lisait d'abord la curiosité laissèrent place à l'inconfort. Claire avait été une figure constante dans la maison pendant des années, mais elle en avait été brusquement éloignée, son départ entouré d'un silence jamais expliqué. Elle était dévouée, toujours présente, et traitait les enfants de la famille comme s'ils étaient les siens. Et maintenant, près de 2 décennies plus tard, son nom revenait sur le tapis, porteur d'un héritage inattendu. Noé, que personne n'avait vu depuis qu'il était enfant,
était sur le point d'être publiquement reconnu par la même famille qui lui avait fermé ses portes. L'impact fut immédiat. Mark se leva, repoussant brutalement sa chaise. Sa voix retentit, plus forte que prévu, chargée d'indignation et de colère refoulée. Il exigea des explications, accusa l'avocat de mauvaise foi, mit en doute la véracité du document et réclama que ce nom soit retiré. L'atmosphère devint pesante. Anaïs se couvrit la bouche de sa main, effrayée. La veuve gardait les yeux baissés, mais son visage commençait à perdre ses couleurs. Aucune des personnes présentes n'était préparée à cette révélation. La présence de Noé dans le testament n'était pas seulement une surprise d'ordre juridique, c'était le rappel vivant d'un passé que tous avaient enterré à la hâte. Et maintenant, ce passé ressurgissait avec force, menaçant de déstabiliser non seulement le testament, mais aussi l'équilibre fragile que cette famille s'efforçait de maintenir. La veuve gardait les yeux fixés sur les documents devant elle, s'efforçant de maintenir la posture sereine qu'elle avait toujours cultivée. Mais le léger tremblement de ses mains et la soudaine rigidité de sa mâchoire trahissaient un profond malaise. Le nom de Claire refaisait surface telle une lame tranchant un passé qu'elle croyait révolu. Elle n'avait entendu personne parler d'elle depuis des années. Éviter son nom avait été une stratégie tacite au sein de la maison, un mécanisme de défense pour ne pas remuer ce que tous prétendaient avoir oublié. Pourtant, il avait suffi que ce nom réapparaisse pour que d'anciennes douleurs, des humiliations silencieuses et des arrangements jamais discutés reviennent palpiter sous la surface de cette famille, en apparence si maîtrisée. Si vous appréciez cette histoire et souhaitez continuer à suivre des récits similaires, pleins d'émotions et de rebondissements, profitez-en pour vous abonner à la chaîne dès maintenant. Ainsi, vous recevrez les prochaines histoires directement sur votre YouTube et ne manquerez aucun moment qui touche votre cœur. L'avocat s'éclaircit la gorge et poursuivit sa lecture, conscient que son rôle n'était pas d'apaiser le malaise. Sa détermination était presque clinique. Il annonça, sans changer de ton, que Noé aurait droit à 20% de la totalité de l'héritage. Le chiffre n'était pas négligeable. Il représentait des millions, et il n'était assorti d'aucune justification ni condition. Cela était consigné de manière claire, objective et directe. Cela déclencha une nouvelle agitation dans la pièce. Un murmure de choc se propagea comme un courant électrique. Une somme qui modifiait complètement le rapport de force entre les héritiers. Mark laissa échapper un rire nerveux. Anaïs cherchait une explication rationnelle. La veuve, en silence, croisa simplement les bras, comme pour tenter de se protéger d'un impact à venir. L'atmosphère s'effondra en quelques secondes. Le contrôle que la famille tentait de maintenir vola en éclats face à l'absence de réponse. Mark pointa du doigt l'avocat, exigeant une révision. Anaïs remit en question la légalité du document. La veuve se contentait d'observer, pâlissant de minute en minute. Le nom de Claire fut à nouveau mentionné, d'abord avec étonnement, puis à travers des accusations voilées, de vieilles insinuations datant de l'époque où elle parcourait encore les couloirs de la maison, Noé dans les bras. Le passé que tous avaient dissimulé revenait maintenant sous forme de pourcentages et de signatures, rouvrant des blessures jamais vraiment cicatrisées. Et, au milieu de ce chaos, une question silencieuse grandissait que personne n'osait formuler à voix haute. Pourquoi, après tout, Claire avait-elle disparu ainsi? Et pourquoi l'homme d'affaires, toujours aussi réservé, laisserait-il autant de millions à quelqu'un comme Noé? Lorsque Claire arriva dans cette maison, il n'y eut pas de place pour les questions. C'était une jeune femme simple, visiblement fatiguée, dont le ventre arrondi indiquait une naissance imminente. Elle frappa à la porte avec un courage discret, demandant du travail et non la pitié. La maison était encore en travaux, le dernier-né de la famille pleurait beaucoup, et personne n'arrivait à gérer la routine avec 2 jeunes enfants. L'épouse de l'homme d'affaires ne voulait pas s'encombrer d'une employée enceinte, mais lui-même lui dit d'entrer. Il précisa que ce serait temporaire, qu'il n'y avait aucun mal à essayer. Dès le lendemain, Claire lavait les draps, servait le déjeuner et s'occupait des enfants comme si elle les connaissait depuis toujours. Ce qui devait être provisoire devint routine, et la routine se mua en une présence constante, presque invisible mais indispensable. Au fil du temps, Claire gagna la confiance des enfants avant même que leurs parents ne s'en aperçoivent. Ils couraient, se réfugiaient sur ses genoux quand ils avaient peur, dormaient mieux lorsqu'elle racontait des histoires, et ne mangèrent de fruits que si c'était elle qui les coupait. Elle connaissait les horaires, les bizarreries, les silences. Même avec les limites de son statut, elle établit une autorité qu'aucun autre employé de la maison ne parvint à instaurer. Elle y parvint sans s'imposer, simplement par sa constance. Elle s'occupait de la maison, aidait aux devoirs, grondait quand il le fallait, et se montrait protectrice sans exagération. À la naissance de Noé, le maître de maison n'hésita pas à garder Claire à son service. Elle commença à dormir dans une petite chambre à l'arrière, et à partager son temps entre les soins à son propre enfant et ceux dus à la famille qui l'employait.
Avec un bébé sur les genoux et 2 autres par la main, elle arpentait les couloirs sans jamais faillir. Noé grandit en entendant dire que c'était aussi sa maison, même si son nom de famille ne figurait pas sur la porte. Il appelait la maîtresse de maison « tante » et les enfants « frères », car c'est ainsi que les relations se présentaient à lui. Ils jouaient dans le même jardin, mangeaient à la même table quand il n'y avait pas de visite trop formelle, et, bien des matins, il était réveillé par la douce voix de Claire, lui annonçant que tout le monde attendait. Il ne remarquait pas de différence. Il portait des vêtements provenant des enfants du maître de maison, regardait les mêmes dessins animés, allait chez le même médecin. Il y avait quelque chose d'harmonieux dans cette coexistence, même si elle était limitée par des conventions qu'il ne comprenait pas encore. Le regard de la maîtresse de maison ne le suivait plus avec la même chaleur que lors des premières années. Certains visiteurs chuchotaient dans les coins en le voyant, et petit à petit, Noé commença à réaliser que la maison où il était né n'avait peut-être jamais été tout à fait la sienne. Mais la rupture était encore lointaine, dissimulée par une raison dont aucun d'eux n'imaginait qu'elle pût refaire surface un jour. C'est lors d'un week-end que tout bascula. Claire avait préparé le petit déjeuner, rangé les chambres et apprêté les enfants pour la sortie en famille. Jusque-là, rien d'anormal. Mais en début d'après-midi, l'homme d'affaires descendit, l'air grave, et lui demanda de faire ses valises. Il déclara qu'à partir de cet instant, ses services n'étaient plus requis. Il n'y eut aucune place pour les questions ou les justifications. L'épouse, enfermée dans sa chambre, ne se montra pas. Les enfants ne comprirent pas la raison de cette précipitation, et Noé, alors âgé de 12 ans, se contenta de tenir la main de sa mère tandis qu'elle rassemblait quelques vieux vêtements et jouets, les larmes aux yeux. Aucune accusation ne fut formulée, juste une rumeur qui se propagea discrètement. On disait que Claire avait commis quelque chose d'impardonnable, mais personne ne savait exactement quoi, et ceux qui savaient ne le dirent jamais. Les valises faites, le cœur en morceaux, Claire quitta la maison avec Noé sans se retourner. Aucun des enfants du maître de maison ne lui dit au revoir, non par méchanceté, mais faute d'instruction. Ils furent tenus à l'écart d'elle ce jour-là, et le silence devint la règle même dans les couloirs. La maîtresse de maison, après avoir constaté le départ de l'employé, fit changer les draps dans la chambre de service, demanda que l'on retire tous les objets rappelant Claire et interdit que son nom soit à nouveau prononcé. Et c'est ainsi que la disparition de 2 personnes si présentes fut reléguée aux oubliettes. Avec le temps, les enfants grandirent et supposèrent que Claire avait mal agi. Ils ne le remirent jamais en question. Ils ne cherchèrent jamais à en savoir plus. L'histoire officielle était vague, mais suffisante pour que personne n'ose la chercher, elle et son fils. Le souvenir s'effaça en même temps que les photographies retirées des étagères. Et maintenant, bien des années plus tard, Noé réapparaissait dans le bâtiment même où tout avait commencé. Il n'amena ni avocat ni exigence. Il entra dans le bureau la tête basse, vêtu simplement, et adoptant une posture réservée. Il n'affichait aucun ressentiment visible, mais ne montrait aucune fierté non plus. Il émanait de lui un calme étrange, celui de quelqu'un qui connaît ses origines et sait que rien ne sera facile. L'employé de la réception le reconnut vaguement, hésitant en prononçant son nom. Et lorsque Noé pénétra dans la salle où se déroulait la lecture du testament, tous les regards convergèrent vers lui, comme face à une ombre du passé. Aucun mot ne fut prononcé, aucune salutation ne fut échangée. Mais sa seule présence suffisait pour que chacun comprenne que l'histoire était loin d'être terminée. Le simple fait que Noé soit là suffisait à déranger plus que n'importe quelle clause écrite. Il resta debout près de la porte, sans chercher à s'approcher de personne. Il ne fit preuve ni d'arrogance ni de soumission. C'était juste une présence éloquente, sans qu'il ait besoin d'élever la voix. La veuve, lorsqu'elle croisa son regard pendant un bref instant, pinça les lèvres et détourna le regard. Elle se leva silencieusement, jeta son sac sur son épaule et quitta la pièce d'un pas raide. Personne n'osa l'arrêter. L'avocat tenta de poursuivre la lecture, mais l'atmosphère était déjà viciée. Ce personnage debout près de l'entrée, simplement vêtu et au regard assuré, démantelait des années de silence imposé. Aucun mot ne fut prononcé, mais tout avait changé. Marc fut le premier à rompre le silence, s'interrogeant sur la raison de l'entrée de Noé à cet instant précis. Sa voix trahissait non seulement le doute, mais aussi une colère contenue, une peur déguisée en indignation. Il tenta de minimiser la présence du jeune homme, affirmant que c'était de la comédie et qu'il se montrait maintenant par pur intérêt. Certains oncles acquiescèrent, par de discrets hochements de tête, d'autres détournèrent le regard. Noé, cependant, restait immobile. Il ne répondit pas, ne se justifia pas. Il se tenait droit, les mains jointes devant lui, comme s'il comprenait n'avoir rien à prouver à cet instant. C'était comme s'il savait que le poids de la vérité s'imposerait de lui-même, sans qu'il ait à intervenir. Et c'était précisément ce silence qui accroissait encore la tension dans cette pièce étouffante.
Alors que les accusations fusaient et que les esprits s'échauffaient, l'avocat intervint. Il demanda le calme et expliqua que la présence de Noé avait été directement autorisée par le patriarche avant sa mort. Il précisa qu'il avait le droit d'assister à la lecture, au même titre que tous les autres héritiers. Cette information suscita la stupeur. Jusqu'alors, personne ne savait que l'homme d'affaires avait été en contact avec Noé. La possibilité d'une relation secrète entre eux ébranla les certitudes que la famille affichait. Noé ne réagit pas. Il restait silencieux, observateur, mais désormais avec un léger durcissement des traits de son visage. L'atmosphère n'était plus la même. Quelque chose était sur le point d'être révélé, et le silence qui enveloppait le jeune homme n'était pas anodin. C'était le silence de celui qui détient une information capitale, quelque chose qui allait tout changer. Marc ne supportait pas le silence. Il avait besoin de s'affirmer d'une manière ou d'une autre, de reprendre le contrôle de la situation qui lui échappait. Il se leva, pointa Noé du doigt, et déclara qu'il s'agissait d'une manœuvre, d'une démarche de dernière minute visant à s'emparer d'une partie d'un héritage qui ne lui revenait pas. Il traita le jeune homme d'opportuniste, accusa l'avocat de connivence et exigea la suspension immédiate de la lecture. Le ton de sa voix était monté, enflammé par l'insécurité qu'il tentait de dissimuler. L'avocat, avec la patience ferme de celui qui est habitué aux situations délicates, se leva de sa chaise et montra la signature sur le testament. Il souligna que cette modification avait été effectuée de son vivant, enregistrée personnellement par l'homme d'affaires lui-même, dans une étude notariale reconnue de la ville. Il y avait eu des témoins, des enregistrements officiels, et toutes les procédures avaient été scrupuleusement respectées. La déclaration de l'avocat ne fit pas taire Marc, mais elle atténua la réaction des autres, qui partageaient jusque-là son indignation. Noé sortit alors une enveloppe jaunie de la poche intérieure de sa veste. Ses doigts tremblaient légèrement, non par peur, mais sous le poids d'un fardeau qui avait attendu de longues années avant d'être partagé. Il remit l'enveloppe entre les mains de l'avocat, qui l'ouvrit soigneusement. Il s'agissait d'une lettre manuscrite, certifiée conforme, datée de quelques jours seulement avant le décès de l'homme d'affaires. En lisant silencieusement les premiers passages, l'avocat parut visiblement ému. Il examina attentivement les lignes avant d'autoriser le partage de son contenu. Il déclara que cette lettre non seulement confirmait le lien de parenté, mais précisait aussi que Noé était le fils biologique du défunt. Le document avait été joint au dossier au moment de la modification du testament. Il n'y avait aucun doute possible, aucune faille juridique. L'homme à qui tous rendaient hommage avait reconnu, de ses propres mots, qui était réellement Noé. L'impact fut silencieux mais profond. Anaïs posa la main sur sa poitrine. Certains parents se regardèrent, interloqués. La lettre contenait non seulement des mots, mais aussi le silence de décennies enfin brisé en quelques lignes. L'avocat n'en lut pas encore les détails à voix haute, mais il indiqua clairement qu'elle contenait des sentiments et des regrets jamais exprimés du vivant de l'auteur. Marc détourna le regard, tentant de maintenir sa contenance bien qu'il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Noé restait debout, la tête haute, mais ses yeux embués trahissaient le poids de l'instant. Nulle fierté sur son visage, juste la détermination de celui qui devait être là. Et bien que tout semblât dit, personne ne paraissait savoir quoi en penser. Le passé qui avait été balayé sous le tapis éclatait maintenant au grand jour. Quant aux conséquences, c'était une interrogation que personne n'osait formuler. L'avocat tenait la lettre à deux mains, le visage grave, la respiration contenue. Avant même de commencer la lecture, il prévint que ce document ne concernait pas seulement l'héritage, mais aussi une affaire que le défunt considérait comme inachevée. Il commença la lecture d'une voix ferme mais empreinte de sensibilité. L'homme d'affaires y révélait que des mois avant que Claire ne vienne demander un emploi, ils avaient eu une liaison secrète. Elle n'avait jamais rien exigé. Elle avait disparu sans dire qu'elle était enceinte. Lorsqu'elle s'était présentée à la porte de la maison, le ventre déjà bien arrondi, demandant un emploi de nounou, il avait immédiatement compris ce que cela signifiait. Il était marié, père de jeunes enfants, et il choisit le silence. Il embaucha Claire sous prétexte d'avoir besoin d'aide pour s'occuper des enfants. Mais il savait au fond de lui qu'il faisait face aux conséquences de ses propres actes. L'atmosphère devint tendue, pesante. Les mots lus à voix haute rouvraient des blessures endormies. L'homme d'affaires expliquait que le renvoi de Claire avait été une exigence directe de son épouse, laquelle s'en doutait depuis des années, mais n'en avait acquis la certitude qu'après avoir retrouvé d'anciennes notes et observé la ressemblance de Noé avec son mari. La pression fut immédiate. Soit Claire partait, soit la vie de famille s'effondrerait. Il céda. Il chassa la mère et le fils sans explication, juste par quelques ordres brefs et une vaine tentative de paraître indifférent. Il déclarait dans la lettre
que c'était la plus grande erreur qu'il eût jamais commise, qu'il ne se passait pas une nuit sans songer à la lâcheté dont il avait fait preuve en reniant son propre sang. La modification du testament était, selon ses mots, un ultime geste de reconnaissance. Non pas une faveur, mais un droit qui avait toujours existé, bien que dissimulé par la peur et les convenances. Noé resta immobile pendant la lecture de la lettre. Il avait déjà mémorisé ces lignes. Il savait exactement ce qui était dit, mais entendre ces mots devant ceux qui l'avaient toujours traité en étranger provoquait en lui une émotion indéfinissable. La lettre se terminait en précisant que Claire n'avait jamais révélé la vérité à son fils, préférant épargner à Noé la douleur du rejet, qu'elle avait tout porté seule, tandis que lui feignait de préserver l'équilibre familial qu'il prétendait protéger. Noé n'avait découvert la vérité que 2 ans auparavant, en trouvant des lettres cachées parmi les maigres effets personnels de sa mère, après ses funérailles. Il découvrit ainsi son origine, le silence et l'abandon. Et maintenant, même avec toute la vérité révélée, il était impossible de prévoir comment l'assistance réagirait à cette confession que le père avait finalement consignée avec son encre et sa culpabilité. Après la lecture de la lettre, la salle resta plongée dans un silence complet. Personne ne bougea, personne n'osa rompre cet instant. C'est alors que Noé inspira profondément, regarda droit devant lui et d'une voix où percèrent le tremblement et la nervosité, commença à parler. Ses mots étaient hésitants, mais fermes. Il raconta que lorsqu'il avait découvert la vérité sur ses origines, il avait passé des semaines dans un état de désarroi. Il avait alterné entre la révolte, l'incrédulité et un vide intérieur qui ne cessait de grandir. Il conservait les lettres et les notes de sa mère dans une boîte à chaussures, relisant le tout maintes fois jusqu'à comprendre qu'il ne se faisait pas d'illusions. Il connaissait ce visage depuis l'enfance, vu dans les journaux, les magazines, évoqué dans les conversations au sein de la maison où il avait vécu. Mais maintenant, avec la révélation faite au grand jour, tout prenait une nouvelle dimension. Il avait décidé d'écrire une lettre simple, sans aucune exigence, disant simplement qu'il savait. Il n'avait pas demandé de réponse. Il voulait seulement que cet homme sache que le fils qu'il avait caché avait un nom, une voix et une histoire. Et quelques jours avant sa mort, Noé reçut la réponse qui changea tout. La lettre de son père était brève, mais elle portait le poids de décennies de silence. Il y reconnaissait Noé comme son fils, déclarait avoir commis une erreur en se cachant si longtemps et affirmait prendre déjà des mesures pour officialiser ce qu'il n'avait jamais eu le courage de dire de son vivant. C'est cette lettre qui avait conduit l'homme d'affaires à modifier son testament. Il avait appelé l'avocat, s'était rendu à l'étude notariale et avait tout consigné avec soin et fermeté. Il tenait à préciser n'avoir subi aucune pression, qu'il s'agissait d'une décision personnelle et définitive. C'était son ultime tentative pour laisser quelque chose de juste à celui qui avait passé une grande partie de sa vie entre l'anonymat et le rejet. Il ne cherchait pas le pardon mais la réparation. Un ultime acte de dignité envers celui qui n'avait même jamais eu le droit d'exister au sein de sa propre famille. Avec la lecture des documents et les paroles de Noé résonnant encore dans la salle, l'atmosphère pesante se dissipa quelque peu. Ce qui était colère se mua en choc. Ce qui était surprise céda la place au malaise. Marc, une fois de plus, fut le premier à réagir, déclarant que c'était absurde, que son père avait été manipulé et qu'il contesterait tout devant les tribunaux. Anaïs restait silencieuse, les yeux embués de larmes. La veuve, revenue dans la salle, ne réagit pas. Elle gardait simplement le regard perdu quelque part sur la table, sans exprimer ni approbation ni déni. L'avocat affirma fermement que tout avait été fait dans le respect de la loi. Rien ne pouvait être annulé. Et à cet instant, il devint clair que l'enjeu n'était pas seulement financier, mais touchait à l'orgueil blessé d'une famille qui avait ignoré, des années durant, quelqu'un qui portait le même sang. Et bien des choses restaient encore à révéler. Dans les jours qui suivirent la lecture du testament, la maison resta silencieuse. La veuve s'enferma dans sa chambre, refusant les visites et ignorant les appels. Elle passait des heures assise près du placard du défunt, entourée de boîtes, de documents et de souvenirs. C'était comme si elle tentait de comprendre, en silence, l'homme avec qui elle avait partagé tant d'années. Parmi les papiers, elle trouva une boîte à chaussures contenant des objets discrètement rangés, des lettres vieilles de plus de 20 ans, des photos pliées, des notes à l'écriture familière. Lorsqu'elle tomba sur une vieille photo, l'impact fut immédiat. Claire y paraissait plus jeune, les yeux pleins de vie, tenant un nouveau-né dans ses bras. C'était Noé, petit, enveloppé dans une couverture bleue. L'image était jaunie, mais le lien entre eux crevait les yeux. C'était là la vérité qu'elle avait refusé de voir pendant si longtemps. Pendant ce temps, Anaïs ne parvenait pas à dormir. L'image du frère qu'elle connaissait à peine ne quittait pas ses pensées.
Elle attendit le 3e jour après la réunion au cabinet notarial et, sans en parler à personne, se rendit à l'adresse laissée par Noé. Elle frappa à la porte le cœur lourd. Lorsqu'il apparut, sa propre réaction fut celle de quelqu'un découvrant une chose qui avait toujours été là, mais ne devenait visible que maintenant. Ils restèrent assis en silence un moment, puis Noé commença à raconter. Il parla de son enfance à l'arrière de la maison, des nuits où il entendait Claire pleurer doucement, des fois où il avait voulu demander qui était son père, sans jamais en avoir le courage. Il parla du vide de ne pas avoir de nom de père sur son acte de naissance, des humiliations voilées à l'école, de la force dont sa mère avait fait preuve pour avancer sans jamais blâmer personne. Anaïs écoutait, les yeux humides, la respiration courte, sentant quelque chose s'effondrer en elle à chaque mot. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation où la vérité a mis longtemps à éclater au grand jour? Ou connaissez-vous quelqu'un qui a également été confronté au silence au sein de sa propre famille? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes vivant une situation similaire. Quand Noé eut terminé, Anaïs prit un instant avant de parler. Les mots sortaient difficilement, comme s'il devait franchir une barrière érigée depuis des années. Elle avoua que, même sans preuve, elle avait toujours soupçonné qu'il y avait quelque chose de non résolu concernant Claire. Elle se rappelait le regard de sa mère, la dureté avec laquelle elle traitait l'employé, le malaise lors des dîners où Claire était complimentée par un invité. Elle se dit honteuse du silence complice que tous avaient maintenu si longtemps. Elle demanda pardon, non pas en tant qu'héritière, mais comme une personne ayant grandi au milieu d'un mensonge construit par les adultes. Cette visite ne changeait pas le passé, mais elle commençait à ébranler quelque chose que la famille n'avait jamais eu le courage d'affronter. Anaïs repartit en silence, mais le cœur empli de quelque chose de nouveau. Et elle savait qu'à partir de là, d'autres vérités émergeraient. Les jours suivants furent marqués par un trouble silencieux au sein de la famille. Les conversations autrefois animées devinrent des murmures gênés dans les couloirs de la demeure. Peu à peu, la haine qui se lisait sur le visage de Marc commença à perdre de sa force. La certitude absolue qu'il avait toujours affichée commençait à se fissurer. Et il n'était plus capable de justifier avec la même vigueur les paroles prononcées face à Noé. Anaïs, par des gestes discrets, témoignait d'une compassion croissante, et même les oncles, auparavant si assurés, évitaient de donner leur avis. Le nom de Claire, jadis interdit, commença à refaire surface entre les silences et les souvenirs épars. Les visages de certains se fermèrent de honte, d'autres baissèrent les yeux. La culpabilité commença à s'installer, lentement, insidieusement, tandis que l'orgueil tentait de résister. Au milieu de cette tourmente, Noé prit une décision à laquelle personne ne s'attendait. Il demanda à réunir l'avocat et les personnes les plus directement concernées par le partage, et déclara, sans hésitation, qu'il renonçait à une partie de l'héritage. Il dit ne pas avoir besoin d'argent pour confirmer son identité. Il voulait le respect. Il voulait que l'histoire de sa mère soit clarifiée et reconnue. Il voulait que les enfants de l'homme qui lui avait refusé son nom de famille sachent qu'il n'était pas là par vengeance. Il était là parce qu'il avait été ignoré pendant des années et que, malgré tout, il s'était construit. L'avocat tenta d'argumenter, mais Noé fut ferme. Ce qu'il recherchait ne s'écrivait pas sur papier ni ne se mesurait en pourcentage. Cela résidait dans la façon dont les gens le regarderaient désormais, et cela suffisait. Ce geste pesa lourdement dans la pièce. Anaïs fut immédiatement émue, mais ce qui surprit tout le monde fut le regard de Marc, jusqu'alors si dur. Il ne dit rien, mais ses yeux suivirent Noé d'une manière différente. Il semblait que quelque chose avait changé en lui. Pour la première fois, Marc ne voyait plus Noé comme une menace. Il commençait à le voir comme une personne réelle, avec sa douleur, son passé et sa vérité. En observant la réaction de sa sœur, sa propre carapace commençait à se fissurer. Les mots de la lettre lui revenaient en mémoire, le regard fuyant de sa mère pendant toutes ces années, et la silhouette de son père, toujours si catégorique, qui lui semblait maintenant diminuer. Il y avait quelque chose qu'il devait comprendre, quelque chose qu'il avait peut-être négligé plus longtemps qu'il ne le croyait, et la quête de ses réponses ne faisait que commencer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous n'avez pas encore cliqué sur « J'aime » pour cette vidéo, c'est le moment. Votre soutien aide vraiment la chaîne à continuer de proposer des histoires émouvantes et inspirantes. Un like, c'est gratuit, et ça fait toute la différence. On continue? Marc fixa un point sur le mur, comme s'il fouillait dans sa propre mémoire. Soudain, il évoqua une scène d'enfance enfouie par le temps, ou peut-être par convenance. Il raconta qu'il se souvenait d'un jour où il était tombé de vélo dans le jardin. La personne qui l'avait relevé n'était ni sa mère ni son père, mais Claire. Anaïs, silencieuse jusqu'alors, compléta le souvenir avec des détails que lui-même avait oubliés.
Elle raconta que Noé, encore petit garçon, avait couru à la cuisine chercher un linge humide et était resté aux côtés de Marc jusqu'à ce qu'il cesse de pleurer. Noé esquissa un sourire et, à voix basse, dit que pour lui, à cette époque, ils étaient tous frères et sœurs. Il n'y avait pas de différence, juste des enfants partageant la même routine, les mêmes jouets, les mêmes réprimandes. L'atmosphère dans la pièce changea, les tensions s'apaisèrent lentement, et bien que Noé eût refusé une partie de l'héritage, la famille décida de conserver le testament exactement tel que le père l'avait laissé. C'était désormais une décision collective. Et plus qu'une question d'argent, c'était un geste d'acceptation. Quelques jours plus tard, alors que Noé achevait son travail dans le petit atelier où il restaurait des meubles anciens, une femme apparut à la porte. C'était la veuve. Elle portait des vêtements discrets et tenait un petit paquet à la main. Elle ne dit rien en entrant. Elle s'approcha de lui tendit l'objet et hocha simplement la tête, les larmes aux yeux. Noé ouvrit délicatement le paquet et y trouva un vieux médaillon contenant une petite photo. Elle datait de l'époque où Claire vivait encore avec eux. La photo était décolorée, mais on y voyait distinctement Claire tenant Noé dans ses bras, avec les 2 enfants de la famille à ses côtés. Souriant, Noé tint le médaillon un instant sans dire un mot. Le silence entre eux fut plus éloquent que n'importe quelle phrase. Il n'y eut ni excuse, ni déclaration formelle. Juste un geste tardif, mais pas trop tard. Le soir même, en rentrant chez lui, Noé plaça le médaillon à côté de la photo de sa mère, sur une petite étagère près de la fenêtre. Il alluma une lumière douce, inspira profondément, et passa quelques instants à contempler l'ensemble en silence. Il y avait une ombre de douleur dans son regard, mais aussi quelque chose de nouveau, presque une légèreté. C'était comme si une partie du passé avait enfin trouvé l'apaisement. Sa voix était basse mais ferme lorsqu'il murmura une phrase qu'il tenait de sa mère. « Ma mère m'a appris que la dignité ne s'achète pas, mais aujourd'hui, elle est enfin reconnue. » Et à cet instant, sans qu'il soit besoin d'ajouter autre chose, le cycle était bouclé, non pas avec une justice parfaite ni avec toutes les blessures guéries, mais avec une paix désormais possible. Et pour Noé, c'était largement suffisant. Cette histoire s'achève ici, mais les émotions qu'elle a suscitées peuvent perdurer en vous. Si ce récit vous a touché et fait réfléchir sur la valeur de la vérité, de la dignité et de la réconciliation, alors profitez de cet instant pour cliquer sur j'aime et vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous continuerez à recevoir des histoires similaires, émouvantes et riches de sens. Dans quelques instants, une vidéo recommandée spécialement pour vous apparaîtra à l'écran, proposant une autre histoire intense et inoubliable. Et juste après, une sélection d'autres récits transformateurs vous attend. Cliquez maintenant et poursuivez ce voyage avec nous. Il y a encore tant de vies à raconter. À très bientôt.